Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du Parcours des guerrières. Le Parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Ma guerrière d'aujourd'hui complète actuellement un doctorat en droit portant sur l'accès à la justice des enfants. En outre, elle s'intéresse aux droits de la famille et aux injustices sociales. En plus de ses activités juridiques, elle est une personne démesurément engagée, au point où je n'ose en nommer de peur d'en oublier. Je suis très honoré de vous présenter cette personne dévouée, Valérie Costanzo. Valérie, bonsoir. Bonsoir! Quelle introduction! Est-ce que ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir, de te rencontrer, de rencontrer Valérie. Ce soir, je te propose qu'on parle de ce qui t'a amené à faire le droit. Donc, on devrait avoir une bonne partie sur ta carrière. Et ensuite, là, ça a été super difficile de choisir quoi parler dans tout le reste. J'ai fait quelques sélections, je les garde pour plus tard. Et En surprise! en surprise, exactement, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment, vraiment curieux. Je suis curieuse de ta curiosité! Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je te cite dans une de tes lettres de motivation. Tu indiques une des raisons pour lesquelles tu deviens avocate dans ta vie, c'est « Je deviendrai la première avocate de la famille Costanzo ». La question que j'ai par rapport à ça, c'est est-ce que c'est la première avocate ou la première avocat de la famille? Ah, ah, ah. La première, tout genre confondu, Tout si genre telle est ta confondu. question. Oui, Oui. d'accord. Donc, la famille Costanzo n'est pas une grande famille d'avocats sur lesquels tu es la digne successrice. Non, mais en fait, c'est une histoire d'immigration, là. Puis moi, je suis quatrième génération de italienne. Alors, ma mère est québécoise, mais mon père est d'origine italienne. En fait, mes arrière-grands-parents ont immigré. C'était des paysans. D'accord. Et donc, il y a une belle évolution au fil des générations qui se voit là, dans la famille Costanzo, mais je suis la première à devenir avocate. Je suis la première à être au doctorat aussi dans la famille Costanzo. Ça, je pense que c'est vrai aussi pour la famille Paradis du côté de ma mère. De l'autre côté. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'avait amené dans le droit alors? Qu'est-ce qui m'avait amené dans le droit? Ça, c'est une grande question. Puis il y a une part de hasard, je crois, à mon choix. Puis ensuite de ça, une part de curiosité, une part du défi intellectuel que ça représentait. Mhm. J'ai toujours été très ambivalente. J'ai toujours eu la misère à faire des choix dans la vie. J'ai toujours tout voulu faire. Et donc, ça a été tardivement que j'ai choisi le droit. J'ai fait mon cégep en sciences, lettres et arts, sciences humaines, sciences pures et arts et lettres. Ça, c'est celui qui nous amène vers tout. Hein? Oui, littéralement. Sauf, je pense que les deux ou trois seules options universitaires qui sont pas possibles après ce passage au cégep, c'est la danse, la musique. Il y a peut-être autre chose qui m'échappe, mais c'est à peu près tout. Tous les autres programmes sont ouverts. D'accord. Voilà. Et donc, après mon cégep, j'ai fait 1 an en études italiennes. Donc, j'ai fait un certificat parce que j'étais curieuse, puis parce que je m'achetais du temps. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. D'accord. Puis, à l'hiver, je devais faire un choix pour la suite. Je voulais rester à l'université. Il me restait 1 semaine pour choisir. Et là, spontanément, je me suis dit, je suis prête, je vais faire un bac en droit. D'accord. Un matin, tu t'es réveillé. Je me suis réveillée, je me suis rendu compte qu'il restait 1 semaine pour décider de mon choix de programme pour l'année suivante. Puis j'ai fait un seul choix, une seule demande. C'était en droit. Mais tu mentionnes que c'est pour gagner du temps. Donc, c'était vraiment un choix conscient à cette époque-là en disant je vais sauver une session et je pourrai décider plus tard? Oui, c'était un doux mélange. Je voulais sauver du temps. Je savais pas encore ce que je voulais faire. J'avais envie de faire mon entrée dans le milieu universitaire. Mhm. J'étais curieuse de la littérature italienne, mais pas seulement. Donc, c'est un programme sur la langue, la poésie, l'histoire. D'accord. Ça me rapprochait un peu de mes origines en même temps. Mhm. Mais c'était aussi une façon pour moi d'avoir 1 an de plus pour choisir. D'accord. Ben, c'est vraiment une belle façon.
Tu t'es intéressé surtout aux droits de la famille, donc notamment avec des stages, un au barreau en litige familial, un à l'accès du droit à la justice, l'ADAJ, et ainsi que le Centre des femmes à Rivière-des-Prairies. Qu'est-ce que tu retiens de ces stages en particulier? Oh, c'est une grosse question. Alors, pour les remettre un peu en contexte, j'ai fait un premier stage alors que j'étais toujours étudiante au bac au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. Et à ce moment-là, comme toute étudiante, je ne pouvais pas donner de conseils juridiques, mais je pouvais donner de l'information juridique. Puis D'accord. c'était une de mes premières expériences sur le terrain, c'est-à-dire avec des personnes concernées, avec des gens qui avaient besoin de soutien. Et ça m'a déjà sensibilisée énormément aux difficultés pratiques de d'abord connaître ses droits, c'est pas donné à tout le monde. Puis ensuite de Mhm. ça, les mettre en pratique, les mettre en œuvre, les défendre. Et ça a été déterminant, je pense, pour les sujets qui m'intéressaient, donc du droit social, du droit de la famille. Alors, dans un centre de femmes, il y a énormément de questions qui relevaient du droit de la famille, pas seulement, mais beaucoup. Puis ça m'a donné vraiment cette approche avec le public qui m'a interpellée. Ensuite, j'ai fait un stage. Alors, mon stage professionnel pour devenir avocate, je l'ai fait en litige familial, ce qui m'a amené à représenter des parents, mais également des enfants. Et je te dirais que mes recherches depuis sont inspirées de cette expérience-là comme stagiaire et comme avocate en droit de la famille, d'avoir pu voir le système, de travailler dans le système lui-même auprès de ces personnes-là. Ben, on observe les difficultés, on remarque des choses qui passent un peu sous silence, sous le radar. Mhm. Et ça inspire encore mes recherches à ce jour. Et le projet, le dernier stage de recherche cette fois-ci, donc pas comme avocate, mais comme jeune chercheur, un chantier de recherche sur l'accès à la justice carrément. Ben, là, ça s'inscrit dans, disons, mon œuvre en tant que chercheur depuis. D'accord. On aura l'occasion de revenir certainement là, sur le doctorat actuel. Ce que tu mentionnes, c'est que essentiellement, le droit de la famille, c'est vraiment décidé, ou du moins là, tout ce qui englobe là, l'accès au droit, ça s'est décidé durant ces stages-là? Bon, c'est vrai que j'avais déjà un intérêt vers ça à la base. Rapidement, au fil de mon parcours au baccalauréat, j'étais interpellée par le droit de la famille parce que moi-même, j'avais un vécu en droit de la famille. Alors, je suis une enfant du divorce, même de divorce au pluriel. Mes parents se sont séparés alors que j'étais très jeune, j'avais 4 ans, avec mes deux frères plus vieux que moi. Ça a été toute une épopée, la séparation d'abord, ensuite des années plus tard, revenir à la cour pour un changement de garde, pour un Mhm. changement de pension alimentaire. Mes parents ont refait leur vie avec chacun un conjoint et une conjointe. On a vécu dans des familles recomposées pendant plusieurs années. Et mes deux parents, au bout de 15 ans et 19 ans, se sont divorcés à nouveau avec nos beaux-parents. Euh, et puis voilà, donc j'avais mon parcours, mon vécu à moi, là, comme personne, comme Je enfant d'une comprends. part, comme personne, qui a teinté effectivement mes choix. Moi, j'ai fait la paix avec cet historique, j'ai fait la paix avec mes parents. Je sais très bien qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient et leurs valeurs. Mais c'était intéressant pour moi de dire, je vais mobiliser à la fois ce que je sais de l'expérience et mes compétences professionnelles pour pouvoir accompagner d'autres familles dans ce processus-là. Donc, c'est D'accord. vrai que assez rapidement, j'avais cette directive. En même temps, on ne le sait jamais jusqu'à ce qu'on le fasse, mais déjà, ça a teinté les choix que j'ai faits au fil de mon parcours. Il y avait l'envie et la piqûre est arrivée au moment de l'essayer pour de vrai. Voilà, exact. Euh, Peut-être que c'est pas permis, là. Je te pose la question, et si c'est pas permis, fais simplement dire que t'as pas le droit. OK. Est-ce que t'as une histoire qui te vient en tête qui t'aurait marqué de l'époque avec au centre des femmes de Rivière-des-Prairies? J'en ai une, puis c'est possible de la partager parce que dans tous les cas, on maintient l'anonymat, il y a pas d'information qui est dévoilée. J'en ai une, puis je pense que une des raisons pour lesquelles ça a été aussi marquant, c'est parce que ça a été la première, puis ça en a été Hmm, une qui était difficile. Alors, d'accord. la première rencontre que j'ai effectuée avec une dame au centre des femmes, c'était une femme qui était victime de violences conjugales et qui avait quitté son logement, qui s'était rendue dans un centre d'hébergement, puis qui avait besoin d'avoir des informations sur comment faire ensuite, puis comment est-ce que le processus allait se développer au fur et à mesure qu'elle allait prendre des décisions.
Puis déjà, alors, j'étais en troisième année du baccalauréat. J'avais plein de ressources juridiques. Mhm. Après ça, sur les ressources sociales, heureusement, il y avait des travailleurs sociaux au centre, mais je me suis rapidement rendu compte des limites de ce que je savais sur le plan juridique, puis à quel point je pouvais soutenir une personne pour qui les besoins étaient beaucoup plus larges que seulement Mhm. des questions juridiques. Puis j'ai rapidement aussi été confrontée à une certaine impuissance parce que une fois que j'avais donné ces informations-là à la dame, que je l'avais référée ensuite à la travailleuse sociale du Centre des femmes, on a pris un deuxième rendez-vous et elle ne s'est jamais présentée à ce deuxième rendez-vous-là. On OK. sait pas, bon, évidemment, je ne sais pas ce qui s'est produit ensuite, mais on connaît les difficultés de se sortir de ces types de situations-là. Et ça a été une leçon précieuse et marquante pour moi de rapidement voir les enjeux, comment ça dépassait mes connaissances à moi, comment l'interdisciplinarité est importante, puis comment il y a des obstacles qui sont plus grands que nous. Est-ce qu'on voit poindre déjà ce qui va devenir ta maîtrise avec ça sur le tribunal unifié? Pas tout à fait, c'est-à-dire c'est en lien, mais c'est alors là présentement dans l'actualité, on parle d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle, en violence conjugale. Mon sujet de mémoire de maîtrise, c'était un tribunal unifié de la famille, Mhm. ce qui inclut la question de violence conjugale, mais on s'éloigne un peu de la question des violences sexuelles. Puis oui, dans l'esprit d'avoir un système qui était plus adapté, oui, je dirais que dès cette expérience-là, les pierres se sont accumulées dans mon sac Uh-huh. d'idées On à ce commence sujet. déjà à voir les limites là, du système judiciaire, c'est ça? Oui, ah, certainement. D'accord. Et ça aussi, on aura l'occasion d'en parler, d'y revenir tout de suite après. J'ai écouté, bon, évidemment, quelques entrevues que tu as fait. Il y en a une, en fait, c'est une entrevue à la presse et je te cite encore une fois. La première chose que j'aurais dit à l'étudiante que j'ai été, c'est d'apprendre à détraumatiser le fait d'avoir des doutes. Donc, tu t'étais fait poser la question, qu'est-ce que je dirais à l'étudiante que j'étais si je pouvais revenir dans le temps et lui dire quelque chose? Moi, la question que j'ai là, sur si tu t'étais dit toi-même à l'époque de dédramatiser les choses, est-ce que tu te serais écouté? C'est une bonne question. Pour la correction, c'est une entrevue que j'avais donnée non pas à la presse, mais auprès d'un comité d'étudiants qui est actuellement à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Ah oui, le dire, pardon. Oui, non, oui, voilà, pas de souci. Est-ce que, est-ce que j'aurais écouté mon propre conseil? Ben, c'est-à-dire, en partie, je pense que d'avoir des personnes qui suivent un parcours qui nous intéresse, qui ont traversé des épreuves similaires aux nôtres, puis qui nous renvoient des informations, des impressions qui font écho à notre expérience, ça nous aide. Fait que, Mhm. bon, j'ose espérer. Oui, je pense que c'est une personne dans ma. En tout cas, si j'avais eu cette relation, par exemple, de mentorat ou peu importe, cette relation de confiance avec une personne qui m'avait dit ça vaut la peine d'apprendre à dédramatiser le fait d'avoir des doutes, le fait de se remettre en question. Ça n'aurait pas enlevé le fait que j'en avais des doutes puis que Mhm. je remettais les choses en question, mais ça aurait peut-être un peu normalisé cette expérience-là. Puis, en normalisant un peu l'expérience, ben, on se sent un petit peu moins seul, on se sent un petit peu moins angoissé par ce qu'on peut vivre. Je comprends. Je dirais, j'ose espérer que j'aurais écouté mon conseil. D'accord. Mais dans le fond, je pense que la question qui me vient par rapport à ça, c'est. Mais c'est peut-être une question super évidente en même temps, là, mais est-ce que c'est si dur que ça, le droit? Et là, je pense que dur, ça peut être au sens large. Tu sais, dur Ouais. académiquement, mais dur aussi sentimentalement, là, surtout quand on voit la toute première rencontre que tu as mentionnée tout à l'heure. Eh bien, je pense que chaque expérience est unique. Le parcours en droit est difficile, puis je pense que on le rend aussi difficile il y a une certaine co-construction, là. Donc, en s'imaginant un parcours difficile, on finit Mhm. par créer un parcours qui est difficile. Moi, j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal. C'est une des plus grandes facultés de droit, je pense, du Canada. Puis, c'est très compétitif. OK. C'est très axé sur la performance, c'est très axé sur un. Enfin, quand je l'ai fait, j'ai commencé il y a presque 10 ans mon droit. Il y avait quand même une vision très normative de ce qu'est faire le droit, puis devenir avocat et avocate, puis d'avoir une certaine conformité là, avec un parcours assez traditionnel. Mhm.
avec des exigences très élevées, évidemment. Un niveau de stress qui est important, une courbe aussi, donc nos notes étaient courbées en fonction de la moyenne du groupe, ce qui participait à créer un esprit de compétition plus grand. Mhm. Il y a la fameuse course au stage dont on parle constamment, qui est une espèce de course justement là, pour décrocher des stages qui sont très prisés dans des grands cabinets. Alors oui, c'est un parcours qui est difficile. Ensuite de ça, il y a la question du fameux examen du barreau, l'école du barreau, puis bon... Moi, personnellement, j'ai aimé l'expérience. J'ai énormément appris à l'école du barreau, mais effectivement, c'est beaucoup de travail. Un certain esprit de compétition. On a tous tendance à se stresser nous-mêmes et Mhm. entre nous pour performer. Puis, ultimement, je pense que ça prend de la détermination. Je pense que ça prend une excellente méthode de travail pour pouvoir en venir à bout. Puis, en même temps, je crois au fil de la préparation. Maintenant, s'il y a des commentaires que j'aurais pour rendre le parcours peut-être plus interdisciplinaire, pour rendre la chose un petit peu plus enrichissante, oui, j'en aurais, mais ultimement, ça va aussi comme ça, là. Mhm. C'est un parcours qui est difficile, on y prend part, on accepte de s'y plier, on fait du mieux qu'on peut, puis je pense après, on peut aussi choisir de faire cette route un peu à notre manière. Je comprends. Chose que tu sembles avoir fait d'ailleurs à ta propre manière, ce qui est tout à fait louable. Merci. Parlant de faire choses à sa manière, tu as passé une partie du cours à l'Università degli Studi di Bologna. Oh là là, l'Università degli Studi di Bologna. Voilà, merci. Faut que j'arrête d'essayer de dire les mots dans une langue étrangère. Ben, tu m'écriras avant, je te dirai la prononciation ensuite. Ça te fera une Ok, couple de fois. c'est parfait, ça. On fait ça. Corrige-moi si je me trompe, là, mais dans les dates, ça me semblait être cohérent. Donc, c'était bien pour une partie de droit que tu avais fait à l'université Oui. en Italie. Euh, c'est peut-être une question extrêmement naïve, là, mais le droit, c'est pas assujetti à une réglementation en particulier? Non, c'est pas une question naïve du tout. Oui, effectivement, le droit est extrêmement territorial. Je m'excuse, j'ai comme anticipé la fin de ta question, mais Je t'en prie. le droit est relatif à un territoire particulier, une juridiction, un pays. Fait que c'est la raison pour laquelle je pouvais pas faire plus que 6 mois, donc un semestre à l'étranger. Mais c'était possible de le faire. Puis là, il restait des cours à option qu'on pouvait faire à l'extérieur. Puis les cours à option, c'est des cours justement qui n'étaient pas obligatoires. J'ai fait sociologie du droit, j'ai fait droit comparé, j'ai fait langue au pluriel du droit. Et donc, j'ai pu compléter mon baccalauréat avec des cours de l'Italie, mais qui étaient finalement des cours bien plus larges. Parce D'accord. qu'effectivement, bon, je suis membre du barreau du Québec uniquement. Le droit est extrêmement territorial. C'est pas une question naïve, au contraire, je pense que c'est de savoir un peu comment fonctionnent les choses. Après, il y a des gens qui s'intéressent au droit international, puis ensuite de ça, vu que Mhm. c'est bon, un peu au-dessus des lois étatiques elles-mêmes, c'est intéressant d'aller à l'étranger pour ça. Mais voilà, non, j'ai fait 6 mois. C'était le maximum que je pouvais faire, puis j'en ai profité comme j'ai pu. Mais je comprends bien. Donc oui, en fait, c'était surtout ça la question que j'avais là-dessus. Malheureusement, j'ai pas de photo de cet événement-là. J'en aurais montré aux gens, mais j'ai pas de photo de Phew! toi qui est à l'université en Italie à ce moment-là. Par contre, on n'est pas en reste. J'ai quelque chose plus tard pour, pour les gens à la Oh là maison. là! Oh, j'ai peur. Ok. Jusqu'à maintenant, donc, je nous ai ralenti là, sur la maîtrise et sur le doctorat. Entrons sur les études graduées. Ta maîtrise, donc le nom de la maîtrise, c'est le projet d'un tribunal unifié de la famille au Québec ou l'impasse d'une voie d'accès à la justice. Donc, tribunal unifié de la famille, lorsqu'on tape ton nom sur Google, ces deux choses-là vont extrêmement ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans des mots relativement simples, ce que c'est que le tribunal unifié de la famille? OK. Je vais tenter. Puis tu me diras si je réussis à vulgariser la chose. Euh, on parle d'un tribunal unifié de la famille parce que, à l'opposé, présentement, il n'y a pas un seul endroit, un seul tribunal qui traite de l'ensemble des domaines qui touchent à la famille. Le système judiciaire est composé de différents tribunaux.
l'organisation des tribunaux est en partie consacrée par la Constitution canadienne. Et ensuite de ça, par les provinces elles-mêmes pour les cours sur lesquels elles ont du pouvoir. Mais de la manière que la Constitution a été effectuée, puis dans notre système actuel, par exemple, la question du divorce est fédérale et donc est dans une cour de compétences fédérales, alors que des questions qui sont relatives, par exemple, à la protection de la jeunesse, sont de compétences provinciales et se retrouvent dans une autre cour, un différent tribunal qui traite de ces matières-là. Donc, potentiellement avec un autre juge, et deux choses qui ne peuvent pas être faites en même temps, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, il se peut qu'une même famille se retrouve devant plus d'un tribunal en même temps, qui inclut des endroits géographiques différents, des juges, un système de fonctionnement qui est différent. Ça complexifie, ça prolonge le processus lui-même, ça crée un stress supplémentaire, c'est plus de ressources, etc. Alors, la question sur laquelle je me suis penchée, c'est la possibilité, mais également les obstacles d'avoir un seul tribunal qui puisse rassembler ces causes-là, qui puisse offrir peut-être plus de services pour aider les gens à traverser justement cette épreuve, que soit la séparation ou une intervention en protection de la jeunesse, et de faciliter l'accès à la justice. Donc, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que s'il y a une problématique, tout serait traité au même moment ou ce serait surtout traité au même endroit, par les mêmes personnes, finalement, le même juge ou quelque chose comme ça? Ce serait surtout l'option 2. OK. C'est-à-dire, ce serait l'ensemble des éléments traités par un même tribunal et parmi les recommandations, puis ce qu'on voit dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, c'est généralement une personne, un juge assigné, donc qui va suivre le parcours de cette famille. Ce qui favorise également la connaissance des informations particulières, un suivi, une cohérence entre les décisions. Encore une fois, là, c'est peut-être une question naïve. Pourquoi c'est pas déjà ça? C'est une question naïve et pourtant non. Puis bon, j'enseigne également le droit à la faculté. Puis quand je parle de cette question-là, ça revient souvent. Ça revient souvent. Si tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne idée puis que ça favoriserait l'expérience des justiciables, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Eh bien, et la réponse, elle est complexe, mais résumons-la ainsi pour des raisons politiques. OK. Alors, la Constitution canadienne prévoit certaines règles qui sont rigides parce que si on veut modifier ces règles-là, attention, Changement de la Constitution. Faut qu'on ait 7 provinces qui soient d'accord, qui valent 50% de la population pour changer tout ça. C'est costaud. Puis la dernière fois qu'on a voulu négocier sur la Constitution, ça a vraiment mal fini, n'est-ce pas? on se rappellera des accords. Voilà. La Constitution, on n'y touche pas, mais de l'autre côté, ça signifie que pour respecter la Constitution, ben c'est du côté de Québec, c'est du côté du gouvernement provincial qu'il faudrait qu'il y ait des concessions qui soient faites. Là aussi, ça peut être difficile parce que dans ces concessions-là, on veut certaines garanties, on veut quand même garder un certain côté de la couverte de notre côté, mais plus que les instances politiques elles-mêmes, ça va créer des tensions dans les tribunaux qui existent, chez la magistrature, par exemple, chez les acteurs, les avocats, les avocates qui sont habitués à un certain système. Je te dirais que les enjeux sont davantage du côté des institutions, là, donc les tribunaux, la magistrature, qui ont évolué dans un certain système et qui sont attachés à ce système tel qu'il est avec les pouvoirs qu'il a. Alors ça aussi, ça crée des tensions politiques. Est-ce qu'un système mitoyen, ça serait envisageable? Par exemple, au lieu d'être unifié, ce serait biifié entre... Non, mais d'avoir, mettons, tout ce qui se passe au provincial assigné à une personne et tout ce qui se passe au fédéral. Ou là, ben, peut-être, en fait, la réponse vient de la deuxième chose que tu as dit sur le fait que là, c'est la magistrature qui va être chamboulée là-dedans. Là. Ben, il y a ça d'une part, puis d'autre part, c'est partiel. Puis ce qu'on peut voir, il y a d'autres provinces canadiennes, par exemple, qui ont des tribunaux unifiés ou des mutations similaires à ce que tu proposes, ou en tout cas comparables. Et ce qu'on observe, c'est que quand l'ensemble des caractéristiques ne sont pas réunies, ça fait une différence, mais pas tant que ça.
Je comprends. pour le travail que ça a pris de faire des modifications. Donc, le coût-bénéfice n'est pas là. Voilà, c'est OK. mitigé. Quand on regarde un peu la littérature, mais plutôt la littérature populaire, mettons, ce qu'on lit, c'est qu'il semble y avoir un momentum. Tout le monde parle du momentum sur les changements actuellement. Ça vient d'où, ce momentum-là? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de changement sur essayer de rendre l'appareil justice moins compliqué pour les personnes vulnérables? Ben, moi, je fais partie des personnes qui croient qu'il y a un certain momentum présentement. Pour différentes raisons. Je pense que d'une part, c'est qu'il y a une crise qui s'observe, ou même plusieurs crises qui s'observent en lien avec le système de justice. Je pense que l'exemple le plus évident, c'est ce qui est en lien avec les violences sexuelles puis le traitement des violences sexuelles dans les tribunaux. Mais on pourrait aussi voir une certaine crise aussi dans le système de protection de la jeunesse puis dans la judiciarisation de ces dossiers. Comme on observe de façon générale que dans le système de justice, peu importe les matières, de plus en plus, les personnes ne sont pas représentées par avocat ou avocate parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça aussi, c'est un problème qui est assez important parce que c'est une question d'accès à la justice aussi. Si les gens ne sont pas capables de régler leurs problèmes, d'avoir des services, à quoi servent toutes ces structures? À quoi sert ce grand système-là? Alors, je pense qu'il y a une crise d'une part. Puis quand il y a une crise, ben, ça nous amène à dire, bon, qu'est-ce qu'on change? Ça ne marche pas du tout. Pour des grands changements, ça fait une différence. Après, je pense que la conjoncture est aussi reliée justement à certaines remises en question des réformes qui sont en cours. On parle d'une réforme, par exemple, du droit de la famille. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas réformé le droit de la famille. La dernière réforme est en 1980 par le ministre Marc-André Bédard de l'époque. Réforme majeure, mais 40 ans plus tard, il y a énormément de changements sociaux qui se sont opérés dans notre société qu'on doit mettre à jour. Alors, en réformant le droit de la famille, en réformant la protection de la jeunesse, parce qu'il y a une commission qui est déposée en avril 2021, la commission Laurent aussi parle de réformer la protection de la jeunesse. On parle de réforme d'institutions de façon générale. Oups, il y a comme toutes sortes de choses qui s'inscrivent dans l'actualité, dans les besoins, et qui peuvent amener éventuellement des changements. Alors, moi, j'ose espérer, effectivement, puis je pense qu'on le voit, là, il y a une certaine volonté du gouvernement d'opérer ces changements. Il y a des gestes clairs qui ont été posés. Un projet de loi en droit de la famille qui a été déposé. 2 projets pilotes, je crois, pour créer des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle, de violence conjugale. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Où est-ce que ça va nous mener? Comment ça va être durable? On ne le sait pas encore, on va le découvrir ensemble. Mais je pense qu'il y en a un momentum, puis je pense qu'on en fait partie. D'accord, ben, c'est important de l'attraper alors. parce que ça semble effectivement compliqué et les choses compliquées demandent une grande volonté à changer. Tu as glissé le mot sur l'accessibilité à la justice. J'en profite pour attraper la balle au bon et nous amener dans ce que tu fais, actuellement. Et donc là, évidemment, c'est probablement un titre ponctuel, comme toutes les thèses, là, mais ça ressemble grosso modo à l'accès à la justice des enfants et des injustices épistémiques, une étude ethnographique au Québec et en Ontario. Donc, c'est ton sujet de thèse. Est-ce que c'est une étude comparative ou en fait, on prend les données puis on regarde ce que c'est sur chacune des provinces de façon individuelle? Ce sera une étude comparative. Alors moi, j'ai l'intention de faire du terrain. Donc, d'aller faire des observations auprès d'avocates qui représentent des enfants. Puis, je vais faire un terrain au Québec. Puis, je vais faire un terrain en Ontario. Pour voir justement les similitudes, mais également les différences. Puis, être capable de peut-être effectivement faire émerger les bonnes pratiques ou faire émerger les difficultés qui sont comparables. Mais effectivement, je pense qu'il y a un intérêt à aller regarder ce qui se fait ailleurs pour illuminer ce que nous-mêmes on fait, puis pour approfondir les réflexions. D'accord. Je pense que ça m'amène directement à, et encore une fois, j'expose ma naïveté ici, là. Ça ressemble à quoi de la recherche en droit? C'est une question qu'on me pose assez souvent parce que les gens sont pas habitués, en fait, sont habitués que quand on fait de la recherche en droit, on sort notre code civil, puis on va regarder dans la jurisprudence. C'est vrai. Quand on arrive au cycle supérieur, généralement, la recherche
recherche en droit va mobiliser au moins une autre science sociale, la recherche quantitative comme la recherche qualitative, mobiliser, par exemple, la sociologie, la psychologie, la philosophie énormément aussi, pour venir regarder, porter un regard sur le droit comme fait social, non plus comme une vérité en soi où est-ce que je fais une recherche pour trouver une réponse à une question juridique, mais comme un ensemble de règles d'une société donnée à une époque donnée qui reflète une certaine réalité qu'on peut regarder sous toutes sortes d'angles. Alors, la recherche en droit, c'est fascinant, puis ça permet justement de d'avoir un regard, disons, croisé sur la société, le droit, comment le droit interagit dans la société ou inversement. Uh-huh. Donc ça ici, ça a été, c'est également dans l'entrevue au dire, que j'ai mentionné comme étant la presse tout à l'heure, mais c'est bien au dire, où tu mentionnes, en effet, le taux horaire médian des avocats varie de 101 à 105 de l'heure. Comble de l'ironie, même des avocats disent « Je ne pourrais pas payer mes propres services ». Si cette affirmation se veut un peu humoristique, elle est alarmante. Les honoraires élevés des avocats et l'inaccessibilité à l'aide juridique sont des barrières importantes à l'aide à la justice. Est-ce qu'on est dans une sorte d'impasse ici, là, où ça rend ça impossible d'avoir accès à la justice pour les personnes qui n'ont pas les moyens derrière? Le terme impasse est fort et pourtant, je pense qu'il est juste. Ça fait des années qu'on parle de ces enjeux-là et on a atteint un certain point de saturation. Récemment, sur Télé-Québec, il y a un documentaire qui est sorti, je ne sais pas si tu as eu la chance de le regarder, ça s'appelle Le Procès. C'est Pierre Craig qui est derrière tout ça. Puis il y a des entretiens avec des acteurs judiciaires, le bâtonnier de l'époque, des personnes qui sont aux prises avec un problème juridique et qui sont aux prises avec l'inaccessibilité, par exemple, des services d'un avocat, d'une avocate qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique puis qui sont pas capables, eux, de payer 250 de l'heure pour les services d'une avocate. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour que ça débloque. Maintenant, il y a des bonnes nouvelles qui ont été partagées relativement récemment, à savoir que les seuils d'admissibilité à l'aide juridique vont augmenter. C'est bien. On peut s'en réjouir. Ça veut dire qu'un plus grand nombre de personnes qui appartiennent, disons, à la classe moyenne faible vont pouvoir avoir des services d'avocats, d'avocates pour les accompagner. Ça couvre pas absolument tout, mais ça fait quand même une belle différence. Ça reste que la classe moyenne, puis même la classe moyenne plus aisée, n'aura pas nécessairement les moyens pour défrayer les coûts d'une avocate, d'un avocat. Comment est-ce qu'on se déprend de ça? Ben, ça prend nécessairement un investissement. Puis pour ça, il y a quand même beaucoup de lobbyisme qui a été fait à travers les années. Est-ce que c'est par le biais d'une crise, par le biais d'une impasse, qu'il y a des choses comme ça qui vont dépendre? Peut-être. C'est difficile pour moi de prédire l'avenir, mais je peux juste constater que c'est une critique qui est faite depuis très longtemps. Et on est encore là. Est-ce que la fin de ton doctorat, c'est pour mettre un état de la situation? Est-ce que l'arrivée à la fin, le constat de ton doctorat, c'est d'arriver à un état de la situation? Ou c'est aussi de proposer des solutions à l'accessibilité? Alors, là, on a parlé des frais d'avocate, par exemple. Ça s'éloigne de mon sujet de doctorat. En fait, on se rend compte que l'accès à la justice, c'est extrêmement large comme sujet, comme concept. Ça touche des adultes, ça touche les enfants, ça touche... Bon, il y a une question d'intersectionnalité aussi, là, donc il y a différentes personnes qui vont avoir différentes expériences, différents marqueurs identitaires qui vont être déterminants dans leur accès à la justice. Et un des exemples, c'est, bon, justement, l'accès à un avocat, une avocate. Le monétaire, c'est trop réducteur d'amener ça juste à là, finalement, c'est ça? C'est un volet. C'est un volet. Okay. Il y a un volet qui est économique. Il y a un volet qu'on peut définir comme objectif. Quelles sont les lois, quelles sont les procédures, la structure elle-même, structurelle. Il y a des facteurs qui sont davantage psychologiques, qui vont revenir de l'individu.
sa conscience du droit, sa compréhension du droit, son niveau de confiance dans le système de justice, par exemple. Alors ça, ce sont différents facteurs qui peuvent être déterminants pour l'accès à la justice. D'accord. La question économique en est un, mais effectivement, c'est réducteur de s'arrêter à cette question-là. En ce qui concerne les enfants, pour revenir à l'objectif de mon doctorat, c'est effectivement d'avoir un portrait de la situation, parce que mine de rien, il n'y a pas de recherche qui a été effectuée qui suive carrément les trajectoires des enfants dans un système judiciaire, dans un contexte de protection de la jeunesse ou dans un contexte de droit de la famille. D'accord. Alors moi, en faisant du terrain, puis en m'inscrivant, en faisant de l'observation directe, ben, c'est une façon d'aller recueillir, documenter des réalités qui sont peu documentées. Et de là, on peut en tirer des observations, des conclusions, des critiques, mais on pourrait aussi en tirer des recommandations, des bonnes pratiques, des bons coups. D'accord. Si je comprends bien, c'est de choisir, entre guillemets, là, une famille ou un enfant en particulier, puis de voir, bon, ben, aujourd'hui, il a rencontré tel juge dans tel tribunal, et ensuite, il a dû rencontrer tel autre juge dans tel autre tribunal, et de documenter finalement le chemin que ça ferait, c'est ça? C'est-à-dire, oui et non, je vais suivre le travail d'avocate. Je vais me greffer à des avocates dans une avocate qui fait principalement du droit de la famille à représenter des enfants, une avocate qui fait principalement de la protection de la jeunesse à représenter des enfants au Québec, puis de suivre une avocate qui fait les deux en Ontario. Okay. Le système est un peu différent en Ontario. C'est le même organisme qui s'occupe de la représentation des enfants. Alors, je vais suivre les avocates et donc voir plusieurs enfants, la trajectoire de plusieurs enfants. Je suivrai pas... C'est difficile de faire de la recherche avec les enfants. C'est des demandes de certification éthique importantes. C'est très intrusif. Ça peut devenir très intrusif si je suivais un enfant là, dans toute cette trajectoire-là. Okay. Mais ce sera vraiment par le biais des actrices judiciaires que sont les avocates que je vais pouvoir observer comment ça se passe, puis voir les trajectoires, comment elles se développent, comment elles évoluent ou comment elles sont avortées aussi. Je vois. Je vais passer, parce que je vois que le temps avance tranquillement. Oui. Tu as mentionné tout à l'heure le ministre Marc-André Bédard et ça semble être une personne qui a, par hasard, pris vraiment beaucoup de place dans ta vie. J'ai dit tout à l'heure que c'était la dernière citation, là, mais je me rétracte. Celle-ci sera la dernière, mais ça vaut la peine. Dire que Marc-André Bédard a été une source de motivation dans l'avancement de mes travaux et peut dire, il est tout feu, tout flamme, j'étais son reflet. Et c'est une lettre que tu as écrite dans la presse. Je vais déposer évidemment le lien là, dans les... avec la vidéo. Et je vous invite fortement à lire la lettre. C'est vraiment touchant. J'aime quand tu écris « J'étais son reflet ». Est-ce que tu vas devenir la Marc-André Bédard 2? Je n'ai pas ni cette prétention, ni cette ambition. Je peux dire que c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, qui a été déterminant dans mon parcours. J'ai eu la chance de le rencontrer en octobre 2018, en septembre 2018, à l'occasion d'un débat préélectoral sur la réforme du droit de la famille. Puis ça a été un grand coup de cœur. Donc, Marc-André Bédard, qui avait été le ministre qui a piloté la dernière réforme de 1980. Et puis, on a gardé contact, puis en discutant avec lui, j'avais parlé, à ce moment-là, je venais tout juste de changer de sujet de maîtrise, puis j'avais parlé du tribunal unifié. Puis il m'avait dit qu'il était presque parvenu, puis qu'il avait envie de m'aider, puis de m'éclairer, puis qu'on se tienne informé. Alors, il m'avait donné ses coordonnées. Puis on s'était liés d'amitié, on avait discuté, on avait échangé sur le sujet. Ça a complètement changé la trajectoire que j'ai prise pour mon mémoire. J'ai décidé de faire une étude dans les débats de l'Assemblée nationale pour aller chercher tout ce qui s'était dit à ce sujet. Puis en retournant dans les débats de l'Assemblée nationale, ben, je retournais aussi dans tout le travail que Marc-André Bédard avait fait lui-même. Puis ça me permettait de me rapprocher de cet homme qui m'inspirait énormément de par la quantité de choses qu'il est parvenu à faire. Alors, il a été au ministère de la Justice entre 1976, l'élection du gouvernement René Lévesque, jusqu'en 1984. Puis à la fin de
disons, de son mandat au ministère de la Justice, le Québec était devenu l'un des systèmes juridiques les plus progressistes de l'Amérique du Nord, sinon pas le premier. Donc, une influence importante, finalement. Très importante, Uh-huh. puis voilà, puis je suis restée liée à lui. J'ai transmis mon mémoire de maîtrise quand elle a été terminée. Mhm. Et puis voilà, donc ça va faire presque un an. Le 25 novembre, ça va faire un an qu'il est décédé. Puis il continue de m'inspirer. Quand je me suis inscrite au doctorat, j'ai envoyé une missive chez lui pour lui annoncer. Uh-huh. Et puis il n'est plus, mais il fait encore partie là, des humains qui me poussent à avancer. Mais c'est vraiment très, très beau. Et peut-être question subsidiaire, est-ce que la politique t'intéresse là-dedans ou est-ce qu'un jour on te voit comme ministre de l'éducation, de la justice? Encore une fois, je n'ai ni cette prétention ni cette ambition. D'accord. La politique m'intéresse parce que, bon, il y a tellement... depuis tantôt, on parle de changement social. On sait que bon, le changement social s'opère aussi par le changement législatif, par l'action politique. Tout à fait. Alors, je m'intéresse à ces questions-là. Est-ce que je pense faire de la politique active? C'est pas dans mes plans. Est-ce que je pense continuer un certain militantisme, d'être active, d'être une citoyenne engagée? Absolument. D'accord. C'est presque une réponse de politicien, ça, Valérie. Non, non! C'est une réponse de doctorante. Écoute, je t'amène sur un sujet maintenant tout autre. Sortons du droit. Merci d'ailleurs d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vraiment, vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. Moi, j'ai appris là, plein de choses. Je connaissais aucune de ces problématiques-là et maintenant, je me sens engagé par rapport à tout ça. Donc merci de m'avoir amené là-dedans. Génial, ça aura servi à ça. Ça aura servi à ça, exactement. Et j'espère que les auditeurs aussi trouveront de quoi à dire là-dessus éventuellement. Tu étais engagé communautairement dans énormément de projets et là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai pas pu choisir vraiment. Et donc, j'en énumère là, juste quelques-uns. Donc, le premier, j'y vais dans aucun ordre particulier. T'es sur le CA de Taisez-vous et notamment sur le balado Chute que j'ai présenté d'ailleurs il y a 2 semaines. C'était pas le même épisode. C'est l'épisode 5 sur lequel tu es présente. J'invite les gens à l'écouter. On n'en reparlera pas parce qu'on a parlé de Taisez-vous il y a 2 semaines déjà. Super. Sinon, tu as été panéliste dans différents colloques, dont Vivre ensemble en paix. Tu as été à Éducalois, bénévole à Éducalois, et tu travailles aussi, ou je ne sais pas comment le mentionner, là, mais tu as fait du sauvetage d'animaux abandonnés. Mais ceux-là, puis encore une fois, je trouve ça tellement explosé, mais j'adore ça. Celui qui m'a frappé le plus, c'est tu as été tutrice mnémo en mnémotechnie. En mnémotechnie. Et ça, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Alors, la mnémotechnie, ce sont des techniques de mémorisation, des techniques d'apprentissage et de mémorisation, donc pour favoriser justement la rétention d'informations. Mm-hmm. J'avais fait une formation quand j'étais à Bologne, justement, en Italie. Et puis, c'était génial d'avoir des outils d'études pour retenir l'information de manière plus efficace, puis de dépasser un peu les limites qu'on s'impose nous-mêmes là, sur le plan de nos capacités cognitives. Donc là, est-ce que c'est donc dire que pour avoir une excellente mémoire, il faut pas avoir la génétique pour avoir une bonne mémoire? Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Parce que je vais avoir besoin de ça, moi. Il y a peut-être une part de génétique nécessairement, mais il y a également des outils très concrets qui existent pour favoriser, pour développer. C'est pas que la mémoire en elle-même est meilleure, c'est juste qu'on a davantage d'outils à mettre en œuvre pour favoriser la rétention. Je te donne 3 exemples. Les 3 éléments les plus efficaces, c'est l'association, l'émotion, puis un effet de surprise. Donc, puis ça a l'air un peu niaiseux, mais on se souvient plus facilement des éléments marquants dans nos vies, n'est-ce pas? Ça semble aller sans dire. Ça va de toi. Puis une des façons également de retenir des informations, c'est de les associer à d'autres informations qu'on connaît déjà. Et on peut faire ça à petite échelle et à moyenne échelle. Et donc, la formation que j'avais suivie permettait justement de favoriser même l'apprentissage d'une nouvelle langue en
en faisant des associations, en servant énormément de notre créativité, là, ça te surprendra pas. Mais ça a été une super belle aventure. Puis j'étais restée engagée comme tutrice parce que ça me permettait moi-même de rester à jour sur ces techniques-là. D'accord. Et puis voilà, mon Dieu, de toutes les choses que tu aurais pu identifier, c'est celle-là. C'est vrai qu'elle est cocasse. Mais je trouve ça tellement... J'adore l'idée. Est-ce que tu as un feature, genre un exploit que toi, que tu as fait? Est-ce qu'il y a un exploit que moi j'ai fait? Je t'avoue que pour l'instant, il n'y a rien qui me vient à Non. l'esprit d'exploit. Je pense que moi, j'ai fait ça. Justement, j'étais au baccalauréat en droit. OK. Puis Donc, j'ai passer le droit. mobilisé tout ça. Ben oui, on peut dire ça comme ça. J'ai mobilisé tout ça pour mes études. D'accord. Eh bien, ceux qui sont intéressés, technique de mnémotechnique. Autre chose que je voulais regarder du côté de communautaire qui est peut-être un peu plus sérieux, c'est sur le Collège Notre-Dame. Dans une vidéo, là, j'oublie où est-ce que je l'ai vu, mais on voit... Sur Facebook, évidemment. Sur Facebook, probablement. On te voit avoir vraiment des beaux mots sur cette entité-là. Quel est ton rôle, puis en quoi consiste le Collège Notre-Dame en question? Alors, le Collège Notre-Dame, c'est une école secondaire privée qui est située dans le quartier de Côte-des-Neiges, que j'ai fréquenté quand j'étais au secondaire. Ça ne te surprendra pas. Et puis voilà, effectivement, je suis membre du conseil d'administration de l'Association des anciens et des anciennes depuis 2014. Et puis, ça fait 1 an que je préside ce conseil d'administration. Moi, le collège a été vraiment un passage très important dans ma vie. Tout à l'heure, je t'ai parlé un peu des différentes séparations familiales et des choses qu'on a traversées. Je te dirais qu'entre secondaire 1 et secondaire 5, c'est au collège où je me sentais à la maison. D'accord. Où est-ce que je me suis engagée, où est-ce que j'ai commencé à être hyper active puis à m'engager sur 1 million d'affaires. J'étais dans tous les comités possibles. Je faisais du théâtre, de la danse, du cirque. J'étais là tous les soirs de la semaine. Bref, j'ai énormément retiré de mon passage. Ça m'a formée. Je pense que ça a vraiment participé à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, des années plus tard, après avoir gradué, ça allait de soi de vouloir redonner à cette communauté, aux anciens et aux anciennes, mais également au collège lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès de l'association des alumni. D'accord. Est-ce que tu es impliquée dans la collecte de fonds qu'il y a actuellement? Alors oui, c'est ça. Présentement, il y a une campagne de financement majeure qui est orchestrée par la fondation du collège, qui est différente de l'association. D'accord. Donc, il y a un complexe sportif qui est en train d'être développé pour le Collège Notre-Dame lui-même, pour les élèves actuels. J'ai participé à l'effort en tant que présidente de l'association, puis également pour mettre l'épaule à la roue dans ce projet d'envergure-là. Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, voilà. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez... tous les liens là, qu'on a discutés d'ailleurs ce soir vont être disponibles dans les commentaires associés à la vidéo et au balado également, évidemment. Je t'emmène sur notre dernier sujet et je t'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas en reste avec montrer quelque chose d'intéressant. C'est ça? Je m'en souviens. On y est rendu Okay. maintenant. On y est rendu. Sans autre introduction, je nous mets ça à l'écran et ensuite on en parlera rapidement. When the night is cold and is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh no, no, stand by me. Oh, stand by me. C'est très, très, très joli tout ça. Et en fait, il y a tout un ensemble de vidéos sur YouTube où on te voit chanter en Bologne, en Sicile,
merde, je l'ai écrit tout croche. À Trieste, Rivière-des-Prairies, là c'était au Mont-Gabriel, pardon, et à Ambroseley National Park. Est-ce que tu avais un projet de chanter partout dans le monde? Oui et non, c'est-à-dire, d'abord, je pensais pas que tu allais trouver des vidéos sur YouTube. Je pensais surtout pas avoir de la publicité pour ces chansons-là. Eh bien là, tout d'un coup, tu vas avoir plein de monde qui vont se connecter à ton YouTube. La dernière vidéo date d'il y a très longtemps. Ça fait un moment que j'ai pas alimenté ce canal. Mais alors, ça fait super longtemps que je fais de la musique. Puis l'idée m'est venue justement parce que, bon, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et quand j'ai fait mon échange à Bologne, justement, je me suis dit que ça allait être la meilleure manière de partager un peu les choses que je voyais, les expériences que je faisais, que d'offrir un paysage. Souvent, c'était ça, il y avait un paysage parce que je me retrouvais. Puis d'offrir une chanson, puis de mettre ça sur YouTube pour que ma famille, mes amis puissent y avoir accès. Puis moi, ça me créait un peu aussi des souvenirs de voyage. Et puis voilà, fait que j'ai maintenu un peu cette idée-là à travers les différentes années en voyageant. Où, bon, des fois, on voyage pas très loin, là. La Rivière-des-Prairies, Mont-Gabriel, c'est pas ce qu'il y a de plus dépaysant. Mais en même temps, ben, ça faisait un peu partie de cette idée de jouer un morceau, de partager un truc, puis d'être dans un lieu que je trouvais beau, que j'avais envie de diffuser. Et puis voilà. Mais en fait, je peux te donner mon impression à moi. Là, à l'écoute, en fait, je trouve ça criant d'honnêteté. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. On te voit dans le train vers Trieste, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en train de jouer, justement à la Rivière-des-Prairies où tu es assis à côté. Des fois, il y a un train qui passe à côté de nous, donc ça assourdit presque le chant, mais en fait, ça fait partie du charme. J'ai vraiment aimé ça. Donc, en tout cas, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à aller flooder Mais le t'as bien YouTube. saisi l'idée! L'idée, c'était un truc spontané. Whatever happens, happens. Des fois, je rate, peu importe. T'as vraiment saisi cet esprit du moment. Mais j'ai trouvé que c'était justement un beau moment d'honnêteté, un beau moment de relaxation. Je me suis beaucoup plu à écouter chacune des vidéos. Malheureusement, en fait, j'aurais presque voulu faire un medley de tout ça, mais sur podcast, ça aurait été un peu violent parce qu'il y a souvent des trains qui passent et tout. Mais bon, je vous invite à aller écouter ça. Ça va vous faire très certainement plaisir. Merci Valérie. Ça fait déjà 1 heure ou presque là, qu'on est ensemble. Ça a passé vite. Ça a passé vite, oui. Moi aussi, j'ai cette impression-là. Ça a été un vraiment grand plaisir. Je pense que j'ai dit honnêteté, là, et c'est pas de façon anodine. Je pense que c'est ce que je ressens sur toute la démarche de... autant du côté avocat, du côté maîtrise, doctorat, sur ce que tu fais de façon communautaire. Je pense que honnêteté, c'est le terme qui te décrit le mieux d'après moi. Donc, je te l'offre. Merci. Je te l'offre ce soir. Je le prends. Mille merci pour cette invitation aussi. Ça a vraiment été un plaisir d'échanger avec toi. Merci encore, Valérie. Ça a été un grand, grand, grand plaisir de t'avoir ce soir et je te souhaite une très, très belle soirée. À toi aussi. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Valérie Costanzo. Notre prochain rendez-vous sera avec Art Brunel. Art est musicienne de formation et encore active dans l'Orchestre symphonique de l'Estuaire à Rimouski. Elle s'est lancée en 2016 dans la création de bijoux et accessoires pour tricoteuses en fondant l'entreprise Création Art Brunel. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.